Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on s'attaque à la question, le diag, finalement, ça change quoi? C'est parti. Alors, petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne fais pas cette vidéo pour les personnes qui n'ont pas eu accès au diagnostic de par la maltraitance médicale ou de par un manque de moyens. D'accord? Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont souffert de tout ça et qui, du coup, sont tombées sur des professionnels qui les ont complètement découragés. Et ça, je le comprends tout à fait et c'est OK. Je souhaite faire cette vidéo pour répondre à beaucoup de commentaires que je vois sur ma chaîne de personnes qui disent non mais finalement le diagnostic ça change quoi? Et cette question sous-jacente, elle vient dire non mais en fait on est un peu tous autistes donc le savoir ou pas le savoir c'est pareil. Vous voyez, c'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Ce sera un témoignage, ce sera juste moi, voilà. Mais en tout cas, sachez que si vous avez souhaité un diag et que vous n'êtes pas diagnostiqué, les choses que je vais énoncer, vous allez voir, vous pouvez vous les octroyer quand même, d'accord? Mais moi, j'avais besoin d'une officialisation parce que personnellement, étant donné que j'ai vécu dans un environnement où ma parole n'était pas entendue, j'avais besoin d'une officialisation. J'avais besoin qu'un médecin pose un mot. Et du coup, voici tout ce que ça a changé pour moi. Et c'est quand même pas rien. Numéro un, moins culpabiliser. Quand on a été diagnostiqué tardivement, toutes les difficultés qu'on a, on les octroyait à d'autres facteurs. Je sais pas, moi par exemple, je me disais, j'arrive pas à garder un travail, je finis toujours en burn-out, comment font les autres, je dois avoir un problème. Effectivement, il y avait un problème, mais tant qu'on ne met pas le mot dessus, on finit toujours. Alors, il y a différents types de personnes, hein. Il y a des personnes qui vont dire: «Bon, bah, les autres sont des cons» et puis il y en a qui vont se dire: «Bah, c'est moi le problème et du coup, bah, mon problème, c'est que je ne suis pas efficiente». Vous voyez? Il y a toujours en tout cas moi, toutes ces années, j'avais un sentiment d'être complètement, heu, inefficace, de pas être un être humain assez efficient pour arriver à faire ce que les autres faisaient. C'est-à-dire avoir un travail à temps plein, gérer super bien, les enfants, les emmener et cetera. Enfin, moi, j'avais toujours l'impression de me battre pour des choses, qui paraissaient normales et donc je me culpabilisais tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans les échanges, dans enfin, dès qu'il y avait un problème avec, une interaction, je me disais: «Bah, c'est moi» et du coup, bah, vous voyez les ruminations et cetera et cetera. Alors que lorsqu'un médecin vous dit, «Vous êtes autiste» et bah, en s'intéressant à l'autisme, on comprend en fait qu'on a tout simplement une autre façon de penser, d'autres schémas neuronaux qui vont faire qu'on ne va pas avoir les mêmes logiques et du coup, on comprend toutes ces interactions passées. On relie toute son histoire à l'aune de cette explication et ça prend du sens. Et ce sens, il enlève un espèce de poids qui est énorme, qui est le poids de la culpabilité de ne pas être assez efficient. Voyez, là on met un mot, du coup, qui explique les choses et qui ne fige pas dans le marbre, hein. C'est pour ça, moi, je j'aime pas quand les gens disent: «Ah, c'est une étiquette». Non, une étiquette, c'est ce qu'on a derrière qui gratte et qu'on enlève. Voilà, c'est ça une étiquette. Un diagnostic, ça sert à expliquer nos difficultés passées pour essayer de ne plus les rencontrer dans l'avenir parce qu'on va se connaître. Numéro 2, une estime de soi plus grande. Et oui, les personnes autistes ont majoritairement une très faible estime de soi. Pourquoi? Eh bien, parce que le rejet social va venir impacter l'estime de soi. Donc là, je vous ai gardé un petit encadré de cerveau et psycho de mars 2025 qui explique que le rejet social a un impact biologique. Il active les circuits cérébraux du stress et de la douleur et augmente par exemple la quantité de cortisol salivaire, un marqueur biologique de stress facile à mesurer. C'est-à-dire que toutes les personnes autistes ont vécu du rejet social, hein. Ça, c'est la première chose, il n'y a pas d'autisme sans rejet social. Parce que même si la personne a réussi après à masquer, à apprendre les codes, eh ben, elle est tout de même passée par
l'école, la famille, des adultes qui ne comprenaient pas. Moi, par exemple, mon autisme fait que, et ça je l'ai appris récemment et grâce au diagnostic, j'ai ce qu'on appelle un besoin de correction impérieuse. C'est-à-dire lorsque je suis dans un échange, pour moi jusqu'à maintenant, l'échange, bah, c'était quand on s'échange des informations, on s'échange de la vérité. Et du coup, quand une personne disait quelque chose qui n'était pas vrai, moi je ressens le besoin de corriger l'information. C'est pas la personne que je corrige, c'est l'information. Eh bien, ça peut être très, très, très mal perçu dans un groupe où la conversation, le but, ça va juste être de lier les individus. Et si on dit quelque chose de faux, bah, quelque part, c'est pas grave. Moi, très souvent, on m'a traitée d'arrogante parce que justement, j'avais ce besoin neurologique de correction impérieuse qu'on ne comprenait pas. Et ça, au niveau de l'estime de moi-même, ça a été, énorme. J'ai compris qu'en fait, non, j'étais pas, une personne, arrogante qui regarde les autres de haut. C'est juste que, bah, quand on échange sur quelque chose, surtout quand c'est un sujet qui m'intéresse, bah, j'avais besoin de vérité. Et ça commence, je dis bien ça commence parce que, ben, voilà, j'ai bientôt 39 ans. J'ai appris mon autisme cette année, donc vous pensez bien que l'estime de soi, on en est vraiment loin, hein, d'être à quelque chose de maximal, mais voilà, comme vous, je me reconstruis, c'est un long travail, mais j'ai enfin compris ce rejet social. C'est-à-dire que j'ai compris que ce rejet social, ça n'était pas, ma personne, c'était pas moi, Johanna, qui était rejetée dans ce que j'étais, c'était tout simplement les comportements que j'avais qui n'étaient pas compris par les autres. Et ça, c'est un pas de côté qui fait énormément de bien. Aujourd'hui, je sais que, bah voilà, j'ai des capacités, je peux avoir des soucis dans mes interactions, mais je sais aujourd'hui comment mieux les mener et je sais aujourd'hui que ça va vous paraître, voilà, ça va vous paraître peut-être bizarre, mais voilà, je sais que j'ai une valeur en tant qu'être humain. Ça, je l'avais pas avant. Qui nous amène à la partie numéro 3, une meilleure relation avec les autres. Le jour où on a compris quels étaient les motifs de rejet, et bah du coup on peut travailler dessus. Ça ne veut pas dire qu'on va se suradapter aux autres, non. Ça veut dire qu'on va comprendre dans les interactions ce qui est attendu. Et du coup, soit d'y répondre de manière adaptée, soit si on sent qu'on est en surstimulation, de se soustraire de l'interaction de façon intelligente. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en tout cas dans ma tête c'est clair, mais ce que je veux dire par là, c'est que une fois qu'on sait qui on est et pourquoi ça capote parfois, eh bien du coup on va être plus à même de l'expliquer à ses très proches et d'avoir des relations beaucoup plus apaisées. Si la personne en face ne comprend pas, bah, on sait que du coup on n'ira pas. Mais si la personne en face peut comprendre, on sait qu'on peut enfin être nous-mêmes avec ne serait-ce qu'une personne. Et ça fait vraiment baisser la tension. Moi, je sais qu'aujourd'hui, même avec les professionnels de santé, quand il y a une incompréhension, bah, je sais d'où elle vient. Ça ne veut pas dire que ça ne me fait pas souffrir, mais ça veut dire qu'il y a du sens et que du coup j'avance un peu plus avec ça. Donc, je considère aujourd'hui que mes relations aux autres sont beaucoup plus apaisées parce que s'il y a eu rupture, je comprends pourquoi. Et s'il y a continuation, eh ben, je sais comment continuer. Et ça, du coup, ben, ça m'apaise beaucoup plus parce que même si on est autiste, on est des êtres sociaux. C'est-à-dire, à moins de vivre seul sur une île déserte, on est toujours en interaction, en interdépendance avec les autres. Et ça fait vraiment du bien de le comprendre. Numéro 4, la mise en place d'outils au quotidien. Avant mon diagnostic, je vous avoue que j'avais vraiment de la culpabilité à utiliser un casque anti-bruit, des boules qui ess, des steam toys. Je ne me sentais pas légitime. J'avais l'impression de jouer à l'autiste, vous voyez. Alors que très clairement, ça m'a changé la vie. Aujourd'hui, je ne sors plus sans mon casque anti-bruit. Je n'ai plus honte si on me regarde. De toute façon, je ne regarde pas les gens. Enfin, je veux dire, quand je suis dans la rue, je ne suis pas en train de regarder si on me regarde ou pas. Et ça me change la vie. Parce que le fait d'avoir eu un diagnostic, un papier, et le fait d'avoir vu noir sur blanc avec mes bilans que oui, j'ai une hyperacousie, c'est-à-dire que lorsque je sors dans la rue, ce que moi je vais entendre, eh ben, c'est beaucoup plus amplifié
que par rapport à une personne qui n'a pas d'hyperacousie. Donc j'utilise au quotidien des outils pour m'apaiser. Pas encore assez, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis en chemin. Hein, je prends la parole, pas parce que ça y est, j'ai tout résolu, mais je suis en chemin. Donc aujourd'hui, j'utilise tous ces outils. Peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent vous aider, mais voilà, j'ai appris à utiliser les outils qui me régulent et j'ai appris à les utiliser sans culpabilité. Et ça fait du bien aussi. Numéro 5, les aménagements au travail. Alors ça, c'est très important. Sachez, et ça, vraiment, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le répète, sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir un diagnostic officiel pour demander des aménagements à votre travail. Moi, pour le diagnostic, donc j'ai mis 2 ans pour me faire diagnostiquer parce que c'est très très long. Et comme je sentais déjà que j'étais un petit peu sur un fil, je suis allée voir la médecine du travail. Alors je sais que parfois, vous tombez sur des médecins qui ne vous écoutent pas. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur un bon docteur, il y en a un, et donc je lui ai fait part de ma démarche diagnostique et des aménagements que je souhaitais voir à mon travail, et la médecine du travail m'a accordé ces aménagements. C'est-à-dire qu'elle a fait un papier à mon employeur. Très concrètement, parce que je sais qu'on me pose la question, moi pour le contexte, je travaille à 37%, donc une semaine sur deux, je travaille le vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et la semaine d'après, je travaille que le lundi. Donc mon aménagement, c'est d'arriver plus tôt le vendredi pour me prendre un temps seul. L'équipe est au courant. Je prépare mon week-end de travail seul. Je peux reprendre comme ça mes dossiers. Et du coup, cet horaire que je fais en plus, eh bien, une fois par mois, je peux rater une réunion, ce qui me permet, moi, de me reposer à la maison et je prends connaissance de la réunion sous forme écrite. Bon, voilà, c'est très concret, c'est dans mon travail à moi. Peut-être que vous, il y a des choses, je ferai une vidéo si vous voulez, spéciale travail et aménagement, mais en tout cas, c'est possible même sans diagnostic. Vous allez à la médecine du travail, vous dites, voilà, j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal avec les bruits, j'ai du mal avec ça, et ça peut se discuter sans diagnostic officiel. Mais il va sans dire qu'avec le diagnostic, c'est peut-être un peu plus simple. Donc aujourd'hui, avec ces aménagements, je me sens compétente dans mon travail. Je n'ai plus ce stress quand je commence mon week-end de ne plus avoir préparé parce que j'étais dans le bureau avec d'autres personnes et que j'ai pas pu me concentrer et que, enfin, voilà, je me sens compétente dans mon travail et ça aussi, ça fait un bien, mais c'est merveilleux. Voilà, je pense que vous savez de quoi je parle si vous avez vécu des postes où vous vous sentiez remis en cause dans vos compétences alors que vous aviez le métier, alors que votre travail vous passionnait, simplement parce que vous n'avez pas eu cet aménagement. Hein. Une personne qui a un fauteuil, si on met une rampe, tout va bien, elle peut rentrer dans le bâtiment. Elle n'a pas à se sentir culpabilisée parce qu'il y a des escaliers et qu'elle n'arrive pas à les monter. Et nous, c'est pareil. On peut être hyper compétent, on peut être de très bons professionnels avec des aménagements. Numéro 6, une meilleure prise en charge de sa santé. Pourquoi? Parce que l'autisme, ça n'est pas que l'autisme quand on s'y intéresse. Hein. Vous savez, si vous êtes là depuis un moment, que les personnes qui sont autistes ont ce qu'on appelle des comorbidités. On peut dire aussi des co-occurrences, c'est plus joli. Mais très très souvent, l'autisme n'arrive pas seul. D'après mon psychiatre, il y a 80% des autistes qui présentent aussi un TDAH. D'après la psychiatre du CRA qui m'a diagnostiqué, presque tous les autistes ont également un trouble anxieux généralisé, qui est la conséquence de tout ce que je viens de dire, hein, du rejet social, des incompréhensions. Énormément d'autistes aussi, j'ai pas de chiffres, mais bon, vous verrez dans les commentaires hein, quand les gens le disent. On présente aussi souvent des dépressions, hein, des burn-out autistiques. D'ailleurs, c'est comme ça que certains en arrivent à l'autisme, en se disant c'est mon 5e burn-out, j'ai que 30, 40 ans, mais qu'est-ce qui se passe? Et on se rend compte que le burn-out, il était autistique. Et du coup, quand on est autiste et qu'on est diagnostiqué tardivement, il n'y a pas que l'autisme. Parce que quelque part, quand on est pris en charge très très tôt, qu'on sait très très tôt, qu'on explique assez tôt, on peut, je pense, essayer d'avoir moins de co-occurrences. Mais lorsqu'on est diagnostiqué tardivement, voilà, moi personnellement, la dépression, elle s'est tellement installée qu'aujourd'hui encore, à 39 ans, je suis sous antidépresseur. J'aimerais m'en sortir, comme de certaines addictions. Mais voilà, j'en suis là aujourd'hui. Et aujourd'hui, grâce au diagnostic, je sais
quelles sont toutes les comorbidités de mon autisme. Donc, il y a la dépression, le trouble anxieux généralisé, il y a les crises non épileptiques psychogènes. J'ai fait des vidéos là-dessus si ça vous intéresse. Et donc, aujourd'hui, j'ai demandé l'AAH, donc l'aide aux adultes handicapés, qui vient de m'être accordée. Donc, je ne sais pas exactement combien j'aurai, mais c'est une solution de financement pour des soins. Moi, je sais qu'avec cette aide, je vais aller voir des psychologues qui sont spécialisés dans l'autisme et qui vont pouvoir peut-être m'accompagner pour mettre des choses en place auxquelles je n'ai pas pensé. Donc là, vraiment, mon but, c'est de soigner mes problèmes de santé qui sont euh, inhérents à l'autisme, mais qui ne sont pas l'autisme. Et ça change la vie aussi de prendre soin de sa santé. C'est, voilà, pour tout le monde doit prendre soin de sa santé. Mais quand on est autiste, il y a tellement de choses qui se rajoutent que parfois c'est très, très compliqué. Et enfin, numéro 7, la découverte de gens qui vous comprennent. Et ça aussi, ça peut changer la vie. Quand vous avez passé 20, 30, 40, 60, des fois 70 ans dans l'incompréhension, parce que l'autisme, c'est ça, c'est souvent l'incompréhension, et ben, le fait d'avoir enfin des gens qui ont vécu les mêmes choses que vous, qui vous ressemblent, qui vous disent «Ah mais oui, moi aussi je fais ça», qu'est-ce qu'on se sent moins seul. Et se sentir moins seul, et ben voilà, ça va avec l'article que je vous ai présenté tout à l'heure. Le fait de ne plus être rejeté socialement, mais d'avoir enfin un groupe social, même virtuel, avec qui vous pouvez échanger, et ben ça fait énormément de bien. Alors, qu'est-ce que le diagnostic ne change pas par contre? Entre autres choses, parce que je ne vais pas tous les dire, mais c'est l'entourage. Voilà, ça n'est pas parce que, là je le dis aux personnes peut-être qui sont en cours de diagnostic et qui espèrent, alors peut-être, hein, peut-être que votre entourage à vous, en ayant un diagnostic d'un médecin, peut-être qu'ils vont vous comprendre, mais sachez que je le vois beaucoup dans les commentaires et il faut s'y préparer parce que nous quand on est préparé, ben, on mène mieux la bataille. Il y a des personnes qui ne comprendront pas, même avec un diagnostic officiel. Moi, cet été, j'ai fait l'erreur de vouloir faire mon coming out à une personne que je pensais assez proche de mon cercle et qui, du coup, aurait des bénéfices à connaître mon autisme et qui m'a répondu textuellement: «Non, c'est pas possible, ils se sont trompés». Fin de la discussion. Donc, il y a des choses, voilà, qui ne peuvent pas changer, mais en tout cas, vous saurez. Pour l'avoir vécu et pour avoir beaucoup de gens qui me disent le vivre aussi, il y a au moment du diagnostic quelque chose que moi je ne pensais pas qui m'arriverait parce que moi j'ai mis 2 ans avant d'y arriver, donc je pensais que le diagnostic, chez moi, ça viendrait juste valider et qu'en gros, bah, il n'y aurait pas de jour d'après puisque ça faisait 2 ans que je m'y préparais. Mais il y a quand même eu une sidération, il y a quand même eu un moment oui, de choc. Même si ça faisait 2 ans, il y a eu un moment où j'ai dû, digérer tout ça. Et je pense que si je n'avais pas passé le cap du diagnostic, toutes ces personnes qui, ne légitiment pas mes propos ou qui les renvoient de façon négative, j'aurais pu à un moment donné de ma vie, dans un moment de faiblesse, me dire: «Mais ouais, finalement, il et elle ont peut-être raison, peut-être que c'est pas ça, peut-être que» parce que très souvent, on a un syndrome de l'imposteur. Étant donné que la société nous renvoie une image de l'autisme qui est fausse, bah forcément, quand on doute en permanence de soi, quand on a douté de soi toute sa vie, eh ben, on peut encore douter après. Donc voilà, lorsque vos proches vous demanderont à quoi ça sert un diagnostic, eh bien, vous pourrez leur envoyer cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue et qu'ils seront peut-être intéressés. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous expliquerai très concrètement, on sera dans du pratico-pratique, ce que j'ai mis en place après les bilans que j'ai reçus de mes diagnostics pour avoir un quotidien un peu plus simple, un peu plus respirant. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous, diagnostiqué ou pas. Je vous laisse dans les commentaires vous exprimer par rapport à tout ce que j'ai dit et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!